En 1648, avec les traités de Westphalie, l'empereur reconnaît l'indépendance définitive de la Confédération suisse. Cette dernière rentre alors, aux côtés des Pays-Bas, dans le cercle très fermé des États à avoir pu quitter, au prix de combats acharnés, le Saint-Empire. Mais comment cet État, qui nous semble aujourd'hui secondaire dans la diplomatie de notre continent, a-t-il pu un jour être assez influent pour s'opposer aux grandes puissances européennes ? Avec la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe, le système féodal se fragilise dans le Saint-Empire. Les seigneurs deviennent plus nombreux, mais aussi plus pauvres. De ce fait, ils deviennent bientôt incapables de protéger leurs vassaux. Il arrive même qu'ils deviennent un danger en attaquant les marchands pour s'enrichir. Pour cette raison, le lien de fidélité entre ces seigneurs et les bourgeois s'affaiblit fortement. Si bien que de nombreuses villes s'émancipent peu à peu de cette autorité. Ainsi, des cités comme Strasbourg, Cologne ou Ulm deviennent progressivement des villes libres. Et ce phénomène s'étend en Allemagne et en Italie. C'est dans ce contexte que les fondations de la Suisse apparaissent. En 1231, la communauté d'Uri achète son indépendance à son seigneur, qui était alors issu de la famille des Habsbourg. En 1239, c'est la communauté de Schwytz qui profite d'un conflit dans la région pour gagner une indépendance nouvelle. Ces deux vallées se retrouvent sous l'autorité directe de l'empereur du Saint-Empire, mais elles gagnent aussi des droits qui leur permettent de fait de se diriger seules. Si l'empereur s'intéresse à celle-ci, c'est parce qu'elle se trouve sur la route de Saint-Gothard, qui relie l'Italie à l'Allemagne. C'est donc un passage stratégique. En 1249, le comte de Habsbourg-Laufenbourg meurt, et en 1254, c'est l'empereur qui s'éteint. Ces deux événements permettent aux habitants d'Uri, de Schwytz et d'Unterwald de s'émanciper encore plus. Ils connaissent alors une vingtaine d'années de liberté. Mais en 1273, Rodolphe III de Habsbourg reçoit de son cousin les droits sur Schwytz, Unterwald, Zug, Lucerne et sur l'Argovie. Et quelque temps plus tard, il est élu empereur du Saint-Empire. De ce fait, toutes les communautés dont nous avons parlé jusqu'ici se retrouvent sous l'autorité d'une même personne. Et cette autorité est cette fois solide puisque Rodolphe est un seigneur puissant. Avec le temps, l'empereur envoie des représentants pour gouverner à sa place dans ces vallées, qui pourtant s'étaient habitués à leur indépendance. Les impôts triplent aussi pour payer des guerres lointaines. Mais surtout, un péage est mis en place sur la route de Saint-Gothard, ce qui menace le ravitaillement en céréales de la vallée. En parallèle, l'empereur gagne aussi de nouveaux territoires en Suisse. Si bien qu'Uri, Schwytz et Unterwald commencent à se sentir opprimés par ce seigneur qu'ils voient maintenant comme un danger. Mais le 15 juillet 1291, l'empereur meurt, et 2 semaines plus tard, la nouvelle arrive en Suisse. C'est ainsi que début août, les 3 communautés signent officiellement une alliance éternelle contre tout agresseur. Ils cherchent, de cette façon, à s'émanciper de l'influence étrangère. Cette alliance pourrait être acceptable entre Uri et Schwytz, puisque les 2 communautés possédaient déjà une large autonomie. Mais elle ne l'est clairement pas pour Unterwald, qui était sous l'autorité seigneuriale des Habsbourg. Pourtant, la naissance de ce que l'on appellera plus tard la Confédération des 3 cantons passe plutôt inaperçue à ce moment. Ce qui permet aux confédérés de survivre d'abord, c'est de ne pas attirer l'attention. En soi, ils n'ont qu'un seul ennemi, les Habsbourg. Mais ces derniers ont d'autres affaires plus importantes à régler, si bien que les premiers cantons ne sont jamais vraiment inquiétés. Toutefois, ils n'hésitent pas à soutenir les ennemis des Habsbourg lorsque ceux-ci sont en conflit pour le trône impérial. C'est ainsi qu'Uri et Schwytz obtiennent la reconnaissance de leur statut de ville libre d'empire par l'empereur Adolphe en 1297. L'empereur Henri VII accorde la même faveur à la communauté d'Unterwald en 1309. Finalement, c'est en 1315 que les choses bougent vraiment. Cette année, les Schwytzois font une incursion sur le territoire d'Einsiedeln, qui est sous l'autorité des Habsbourg.
Ça faisait déjà un moment que les Schwyzois lorgnaient sur ce territoire. Mais c'est surtout à cause des douanes Habsbourg qui gênent le ravitaillement des 3 cantons que ces derniers cherchent à s'étendre. Cette fois, c'en est trop. Léopold d'Autriche lève ses chevaliers et part à la rencontre des troupes confédérées. Il compte bien mater ces derniers, qu'il voit seulement comme une révolte contre son autorité. Mais le 15 novembre 1315, à la bataille de Morgarten, les 6000 Allemands sont pris en embuscade et massacrés par 2000 Schwyzois. Cette victoire expose aux yeux de tous l'importance des confédérés, tandis que ces derniers, rapprochés par cette victoire, signent le pacte de Brunnen le 9 décembre 1315. Avec celui-ci, les 3 communautés s'engagent à ne pas conclure d'alliances séparées. C'est à partir de ce moment qu'ils seront toujours unis. L'empereur Louis de Bavière profite aussi de cette victoire pour retirer officiellement tous les droits des Habsbourg sur les 3 cantons. Mais surtout, celle-ci renforce les autres communautés alentours dans leur opposition à ces derniers. C'est ainsi qu'en 1330, les bourgeois de Lucerne, le plus grand marché des alentours, se révoltent contre les Habsbourg et rejoignent les confédérés. Ils font ce choix parce que la pression douanière des Habsbourg, empêchant à plusieurs reprises aux confédérés de vendre leurs produits à Lucerne, fragilise très dangereusement l'économie de la ville. Avec l'intégration de cette dernière, la confédération devient bien plus attractive pour les autres communautés de la région. Au moment où Lucerne rejoint la Confédération, la ville de Zurich, centre commercial de toute la région, est à 2 doigts de tomber dans une guerre civile entre sa haute aristocratie et ses bourgeois. En 1336, Rodolphe Brun prend la tête du camp bourgeois et renverse le pouvoir en place. Il offre ensuite une constitution à la ville et en devient le maître. Mais l'aristocratie, ayant de fortes relations avec les communautés des environs, encourage ces dernières à s'en prendre à Zurich. C'est ainsi que celle-ci se retrouve empêtrée dans une guerre qui durera plus de 30 ans. Pour sauver son pouvoir nouveau, Rodolphe Brun cherche des alliés. Mais il ne peut se tourner ni vers les villes d'Allemagne du Sud, où Zurich a des concurrentes, ni vers les Habsbourg, qui sont les seigneurs de la plupart des communautés contre lesquelles elle est en guerre. Finalement, que ce soit diplomatiquement ou commercialement, puisque la Confédération contrôle la route de Saint-Gothard par où passent toutes les ressources venues d'Italie, c'est naturellement vers celle-ci que Zurich se tourne. De plus, en 1350, les Habsbourg et l'empereur se rapprochent et soutiennent les ennemis de Zurich. Cela convainc donc Rodolphe Brun à rejoindre les confédérés, mais aussi ces derniers à accepter. Mais cette fois, les termes de l'alliance sont un peu différents, puisque Zurich sauvegarde sa liberté dans tout ce qui touche à ses relations extérieures. Mais les confédérés fixent aussi une zone d'intérêt dans laquelle ils vont s'entraider et chercher à s'imposer. Celle-ci s'étend sur une large partie de la Suisse actuelle. Avec cette alliance, les confédérés rejoignent Zurich dans sa guerre contre les Habsbourg d'Autriche. Ils font aussi leur première conquête en prenant Glaris et Zug. Mais au lieu de les intégrer, ils signent plutôt avec eux une alliance. Mais celle-ci est de courte durée puisqu'elle prend fin dès 1352. Le 6 mars de la même année, enfin, une alliance est conclue entre les confédérés et la puissance ville de Berne. Si celle-ci rejoint la confédération, c'est pour 2 raisons. D'abord, sa crainte envers Zurich. Elle veut absolument éviter un conflit avec celle-ci. Ensuite, pour protéger ses terres collées à Uri et Unterwald. En parallèle, la guerre contre l'Autriche se poursuit. En 1365, Zug est définitivement intégré à la Confédération, après une nouvelle poussée, et une trêve est signée en 1368. Mais la Confédération est une épine trop importante dans le pied des Habsbourg, et ces derniers sont trop envahissants pour que les confédérés ne les ignorent. Dès 1385, une coalition regroupant des villes d'Allemagne du Sud est levée contre les Habsbourg. Celle-ci est rejointe par Berne, Zurich, Zug, Soleure et Lucerne. L'année suivante, Schwyz, Uri et Unterwald se joignent au conflit. Le 9 juillet, les confédérés remportent une victoire héroïque à Sempach. Le duc Léopold de Habsbourg y est lui-même tué. Après celle-ci, la communauté de Glaris rejoint définitivement la Confédération. Mais les Autrichiens n'en démordent pas. Ils lancent une nouvelle expédition en 1388 pour reprendre Glaris.
Mais les 6000 Autrichiens sont pris en embuscade par moins de 1000 Glarissois à la bataille de Neffels. L'armée des Habsbourg est encore une fois décimée. Ces victoires achèvent de rassembler les confédérés. Les liens entre Berne, Zurich et les autres communautés se resserrent à ce moment. On voit aussi une assemblée être levée de plus en plus souvent pour régler des problèmes de droit. En 1393, enfin, les 8 communautés jurent à nouveau leur alliance. On assiste alors à la naissance lente d'un nouvel État, la Confédération suisse. Forts de leur succès récent, les confédérés vont profiter du XVIe siècle, au travers de leurs conquêtes et de leur diplomatie, pour devenir une véritable puissance européenne. Au sud, le duché de Milan a unifié les territoires qui connectent la Suisse à l'Italie. Il contrôle alors entièrement le passage des marchandises entre les deux régions. La Confédération se retrouve donc dépendante de Milan. Pour pallier à cette situation, Louris signe d'abord un pacte avec le duché pour être exempté de péage entre la route de Saint-Gothard et Milan. Mais ce traité n'est pas suffisant pour rassurer le canton. C'est pour cette raison qu'en 1402, après la mort du duc de Milan, les Uranais s'emparent de la Léventine au sud de leur territoire. Mais c'est au nord que les plus grandes avancées sont faites. En 1415, un conflit entre le duc d'Autriche Frédéric IV et l'empereur Sigismond pousse ce dernier à mettre le Habsbourgeois au ban de l'Empire et à abolir ses droits seigneuriaux sur une grande partie de ses territoires en Suisse. Cette proclamation offre une occasion aux confédérés pour mettre la main sur l'Argovie, la région qui sépare Berne et Zurich. Ils partent alors tous à la guerre, à l'exception de Louris qui est occupé au sud, et en un mois seulement mettent la main sur près de 400 châteaux. S'ils parviennent à se départager ces territoires pacifiquement en 1415, les confédérés restent des alliés qui ont chacun leurs propres ambitions, et parfois des conflits entre eux. En 1436, le comte Frédéric VII de Toggenbourg s'éteint. Il n'a pas d'héritier, et les prétendants sont alors nombreux. Parmi eux, on retrouve Zurich et le Schwytz, qui se font face. L'opposition entre les deux mène Zurich à proclamer l'interdiction de ses marchés aux gens de Schwytz et de Glaris, ce qui, vu les mauvaises récoltes de l'année, risquait de les plonger tout droit dans la disette. Pour éviter ça, Schwytz déclare la guerre à son rival dès 1439. Celle-ci se transforme rapidement en une guerre d'indépendance pour Zurich. Tandis que cette dernière ne se voit que comme une alliée, les autres confédérés se voient déjà presque comme un État. Durant le conflit, Zurich n'hésite pas à s'allier avec le nouvel empereur, Frédéric III de Habsbourg. Cette dernière accepte de restituer toutes ses conquêtes en Argovie en échange de cette aide. Mais en 1443, les confédérés remportent la bataille de Saint-Jacques. Ce après quoi, la France s'engage aux côtés de Zurich et libère la ville en 1444. Mais la victoire est coûteuse, ce qui pousse l'armée française à se retirer du conflit. La paix est finalement signée en 1446. La Confédération y gagne des territoires, elle s'affirme comme un véritable État et la paix est rétablie. Mais les cantons en ressortent ruinés. Elle prouve toutefois son importance dans la région et le contre-pouvoir qu'elle représente face aux Habsbourg. Si bien que de nombreuses villes signent des alliances ou se placent sous sa protection, étendant considérablement son influence. En 1460 enfin, la Confédération achève sa conquête de la Turgovie au nord-est. En 1474, la France, l'empereur et les confédérés se rejoignent dans une coalition contre le duché de Bourgogne, qui est alors l'un des plus puissants États européens. Cette coalition se forme pour soutenir l'Alsace qui est en pleine révolte contre le duc. Après le refus de ce dernier d'évacuer la région, Berne lui déclare la guerre le 25 octobre 1474. Presque seuls, et en à peine plus de 2 ans, les confédérés écrasent la Bourgogne, tandis que son duc meurt devant Nancy en janvier 1477. Les Suisses remportent ainsi une victoire éclatante, mais ils n'y gagnent presque rien, à cause des divisions entre cantons,
puisque personne dans la Confédération ne voulait voir Berne gagner plus de territoire. Finalement, c'est la France qui récupère la Bourgogne et l'Autriche qui gagne les Pays-Bas et la Franche-Comté. En 1477, à la suite de la guerre de Bourgogne, des soldats uranais et schwytzois prennent la route de Genève parce que cette dernière doit de l'argent aux confédérés. Mais cette expédition, incontrôlable, entre en contradiction avec les négociations que Zurich, Berne et Lucerne entretiennent avec la France et la Savoie. Le comportement des cantons campagnards exaspère les cantons urbains, qui concluent une alliance. Zurich, Berne et Lucerne demandent l'intégration de Soleure et Fribourg à la Confédération, deux alliés de longue date de celle-ci. Mais les campagnards ont peur de perdre leur influence si ces deux nouvelles villes les rejoignent. On frôle encore une fois la guerre civile. Finalement, l'Assemblée levée en 1481 accepte l'intégration des deux villes dans la Confédération, en échange de la dissolution de l'Alliance urbaine de 1477. Les cantons y signent aussi le convenant de Sempach, avec lequel ils renforcent encore leurs liens. Maximilien Ier, nouvel empereur du Saint-Empire, lance une profonde réforme de celui-ci à partir de 1495. Celle-ci est accompagnée par une levée d'impôts, mais les confédérés, attachés à leur indépendance, refusent de payer cet impôt et s'opposent directement à l'empereur. Dans la prévision d'une guerre, il s'allie avec les trois ligues qui se situent à l'est et qui sont des voisins directs de l'Autriche. Cette alliance provoque la déclaration de guerre de l'empereur et de la ligue qu'il avait levée contre les confédérés. Mais en 6 mois à peine, ces derniers parviennent à vaincre leurs ennemis. Le 22 septembre 1499 est signée la paix de Bâle, avec laquelle la Suisse gagne de fait son indépendance vis-à-vis de l'empereur. Cette guerre amène aussi l'adhésion de Bâle et de Schaffhouse dans la Confédération. La Suisse s'engage ensuite dans les guerres d'Italie aux côtés de la France, puis aux côtés de ses ennemis. Si bien qu'en 1512, ils finissent à la tête de nombreux territoires italiens au sud de leurs frontières. Ils sont alors au sommet de leur puissance et de leur prestige. Si bien qu'ils n'hésitent pas à lancer une expédition en France en 1513. Mais suite à des divisions entre les chefs d'armée, la paix finit par être signée sans grand succès. Après cette guerre, le canton d'Appenzell, allié de longue date, est enfin accepté dans la Confédération. Ainsi, en à peine plus de 2 siècles, et malgré ses divisions internes, la Confédération suisse est devenue l'un des États les plus puissants d'Europe occidentale. Portée par ses victoires héroïques, parfois même miraculeuses, elle a été capable de vaincre les Autrichiens, les Français et les Bourguignons. Et surtout, elle a été capable de sauvegarder son indépendance. Si ces exploits ont été possibles, surtout au XVIe siècle, c'est parce qu'elle a compris, comme l'Angleterre, la force de l'infanterie face à la chevalerie. Mais si les Anglais formaient d'excellents archers, les Suisses, eux, étaient les meilleurs piquiers d'Europe, à un tel point que les mercenaires suisses étaient parmi les plus demandés de leur temps. Mais l'efficacité suisse s'explique aussi par sa capacité unique de lever une armée gigantesque, puisque dans la Confédération, tout homme âgé de 16 à 60 ans était dans l'obligation de se battre si son canton ou la diète l'ordonnait. Si bien que la Confédération se retrouve capable de lever 80 000 hommes à la fin du XVIe siècle. Cet âge d'or suisse prendra finalement fin avec la défaite de Marignan face à François Ier en 1515. Mais elle n'en reste pas moins un acteur important en Europe de l'Ouest, et ne perdra jamais son indépendance jusqu'à ce que celle-ci soit officiellement reconnue par l'empereur avec les traités de Westphalie.